Nouveau numéro de Presse Crèble, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous du week-end où l'actualité s'est fait traiter et commenter avec beaucoup plus de pertinence. Mais avant tout, prenons ce qu'a été l'actualité de la semaine. Agression de la RDC par le Rwanda. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, a lancé un appel auprès de tous les chefs d'État et chefs de délégation en général et aux leaders saoudiens en particulier d'user de leur influence auprès du Rwanda et de l'Ouganda pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il a dit lors de son allocution au cours du sommet Arabie Saoudite-Afrique en vue de solliciter une aide urgente en faveur de déplacés et des populations meurtries en territoire de Massissi et Rutshuru en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé à Kinshasa la cérémonie de mise en retraite de 1230 sur 3239 agents de l'Office national de transport, ONATRA en sigle. C'était en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, notamment de la ministre du portefeuille, Adel Kainda. À l'occasion, un chèque symbolique de 8 millions de dollars américains leur a été remis par le premier d'entre les Congolais, une manière pour Félix-Antoine Tshisekedi de permettre à ses agents d'aller en retraite honorablement. Et puis on parle du processus électoral en RDC. La centrale électorale nationale indépendante a annoncé d'ici lundi 13 novembre 2023 l'arrivée de 42 observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui seront déployés sur le territoire national. Ceci ressort d'un tête-à-tête qu'a eu le président de la centrale électorale Denis Kadima et les chefs de la délégation de l'Union européenne en RDC, Stéphane Mondon. Présidentiel 2023, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'a procédé vendredi à la cérémonie du tirage au sort pour l'établissement du calendrier des enregistrements et des diffusions de programmes, des émissions des candidats président de la République. Il s'agit d'une émission d'1 h 30 pour chaque candidat président. Les questions porteront essentiellement sur cette thématique dont la politique nationale, les réformes institutionnelles, la justice, la sécurité nationale, la stratégie économique, les défis environnementaux, la diplomatie et enfin la promotion de la femme et de la jeunesse. Ces émissions permettront à la population congolaise de comprendre le programme des candidats en vue d'opérer un choix judicieux. Et dossier Bukangalonzo, la Cour constitutionnelle va poursuivre ce lundi 13 novembre l'instruction de l'affaire mettant en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mpognon et ses co-accusés. Voilà ce qui a été l'essentiel de l'actualité de la semaine. Mesdames, Messieurs, on passe aux invités. Je suis avec Joseph Kamanga. Joseph Kamanga, journaliste indépendant, bienvenue. Merci beaucoup. Gardi Diana, éditeur du journal Le Franc-Tireur. Merci madame et merci pour l'invitation. Alors, nous débutons avec cette information. La RDC, plutôt le VPM de l'économie, a fait pression, a utilisé cette tribune du sommet Arabie Saoudite-Afrique pour mettre la pression en faveur de la population meurtrie de Massissi et de Rutshuru. Quelle analyse faites-vous par rapport à ces discours? Bon, je crois que la RDC continue à crier haut et fort pour pouvoir trouver des solutions dans l'approche diplomatique, mais nous connaissons tous la faible influence de la zone arabe sur la politique générale du Rwanda. Le Rwanda a pour parrain les Nations Unies qui contribue à 42% de ses ressources quotidiennes et sur les effets de gestion. Mais je crois que à la limite, il faudra en parler parce qu'au-delà du fait qu'ils ont une influence directe sur la question du Rwanda, mais n'empêche que sur l'approche économique, c'est des alliés sur l'échiquier international. Espérons que cette voix sera entendue. On ne peut pas lui reprocher d'avoir fait ce travail-là, même si, dans le fond, la réalité exige à ce que sur l'approche militaire, c'est comme je le dis, diplomatiquement, la RDC a fait ce qu'elle pouvait faire, a dit ce qu'elle pouvait dire, a usé de sa stratégie, mais je crois que vouloir tasser la zone arabe, c'est mal connaître, en fait pas mal connaître, mais
ça n'a vraiment pas d'influence sur la réalité sur terrain, parce que je crois aujourd'hui que s'il faut négocier, s'il faut faire courber le Chine au Rwanda, c'est faut aller vers le partenaire traditionnel qui, la plupart des cas, soutient le Rwanda, les Nations Unies, la zone européenne, ainsi que quelques autres pays de la sous-région qui, d'une manière ou d'une autre, sont influencés par cette politique extérieure du Rwanda. Mais n'empêche qu'il est dit, mais je crois qu'en tant que Congolais, en tant qu'analyste avéré, je vois que c'est une énième action dans l'approche diplomatique qui, forcément, j'estime que ne peut pas avoir beaucoup d'influence sur la réalité actuelle dans la question de l'Est. Merci beaucoup, Gardi Diane. Vous avez la même question, Joseph Kamanga. Oui, je suis sur un certain aspect d'accord avec Gardi. C'est que la RDC ne doit pas toujours se présenter comme ce pays-là plaintif. Au moins, bon, le VPM, Caméré l'a fait. C'est encore sur l'aspect diplomatique. Il a choisi à des occasions, hein, ce sont des occasions qu'il faut saisir la balle au bon. Il a parlé de la RDC. Mais je pense que s'il y a des gens qui sont mieux placés dans ce pays pour résoudre cette question, c'est Vital Kamerhe. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle les pacificateurs. Hein. Il sait là où il faut toucher. Et là où il faut toucher pour enfin que cette question de l'Est de RDC puisse se taire. C'est un fin diplomate. Il a choisi l'occasion, il a dit, mais je pense qu'à un certain moment, on doit franchir certaines étapes. Lorsqu'on veut négocier, on doit négocier en position de force. Hein, le chef de l'État l'a fait dans les différents sommets, même à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a marché partout. Oui, c'est jusque-là en fait, la diplomatie, mais qui apparemment n'est pas entendue par les partenaires. C'est là où je dis, je suis d'accord avec Gardi, qui dit que les parrains, les vrais parrains de ces pays qui créent désolation et inquiétude dans nos populations de l'Est sont connus. Malheureusement, cette fameuse communauté internationale nous fait juste une hypocrisie. Le chef d'État l'a dit même, au récent sommet au niveau de Brazzaville. Il a dit, c'est que c'est les mêmes frères africains, la même communauté internationale, on joue justement à l'hypocrisie. Je crois, bon, Caméré a parlé, mais je crois que c'est juste un coup d'épée dans l'eau. Hein. Et d'après vous, d'où viendra la vraie pression sur le Rwanda, de l'extérieur ou du gouvernement congolais? La pression, elle doit être double. Ça veut dire qu'il y a d'abord une pression qui a déjà commencé, hein, qui commence déjà en interne. Il y a déjà cette dynamique qui est en interne. Le chef d'État lui-même est en avant-plan. Les VPM, tous ceux qui collaborent avec lui, hein, sans compter si Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, chacun a eu à chaque occasion à relayer le message du chef de l'État. Mais s'il faut jouer doublement, ça veut dire en interne et sur le plan international. Parce que, comme je venais de le dire, les parents de ces pays, parce que moi j'ai toujours dit aux gens, on indexe souvent le Rwanda, mais on oublie d'autres pays, dont le Burundi et l'Ouganda, qui jouent effectivement à cette hypocrisie. On nous brandit le Rwanda, comme c'est lui l'agresseur principal. Non mais, rappelez-vous que lorsqu'il y a eu prise de Bunagana, l'M23 est entré par l'Ouganda. Donc ça veut dire qu'il y a cette complicité-là qu'il faudra jouer dans un maillot double à l'international, mais également sur le plan interne. Et sur le plan interne, c'est là où moi j'appelle à une certaine dynamique, à une certaine cohésion nationale, au-delà des clivages politiques. Et parce que apparemment, je me suis quand même rendu compte qu'il y a certains politiciens qui pourraient c'est un bilan qu'il faudra apprécier, voilà, bon, on n'a pas rétabli la paix à l'Est. Non, mais lorsque la patrie est menacée, c'est notre bien commun. On peut mettre nos tendances politiques de côté, voir d'abord que sans cette patrie, sans cette nation, il n'y aura ni opposants, ni les gens du régime. Donc il faut d'abord qu'en interne, qu'on ait cette dynamique-là. Et l'ensemble avec cette dynamique, chacun avec son carnet d'adresses peut jouer auprès de parrains de ces pays agresseurs. Ici, moi je cite le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Gardiziane. Ben, je crois que on retournerait sur ce qu'on a déjà dit, mais dans le fond, je voulais revenir sur les orientations et la pertinence, ce qu'il faut faire dans ce contexte ici. Aujourd'hui, je comprends pourquoi la RDC continue à crier haut et fort et à aller chercher des soutiens ça et là, parce qu'on est à l'approche, bon, en fait pas à l'approche, on est déjà des plein pieds dans la période électorale.
Et je crois que la période électorale est devenue un élément de pression pour non seulement le Rwanda via le M23, mais également les autres États qui en tirent profit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la chanson qu'on nous chante tous les jours, c'est que le M23 serait à la porte de Goma. Et curieusement, ceux qui chantent cette chanson-là à longueur de journée, c'est la MONUSCO, qui nous alerte sur le danger de l'occupation de Goma, comme si la population de Rutshuru était moins population que la population de Goma, comme si la population de Bunagana était moins population que celle de Goma. Mais au regard stratégique, je comprends, Goma est une zone stratégique. Je ne reviendrai pas sur la cartographie, surtout dans la délimitation frontalière avec le Rwanda. Aujourd'hui, le M23 arrivé à prendre Goma, ça serait une source de ravitaillement efficace pour eux parce que la facilité d'acheminement en termes d'arsenal et en termes d'approvisionnement militaire serait très important pour pouvoir continuer cette sale besogne. Mais je crois ici qu'au regard de la cartographie, c'est une forme de pression qu'ils sont en train de nous faire parce que j'ai l'habitude de le dire, le M23 est un cheval de Troie, dont l'objectif est de contraindre la RDC à pouvoir faire des concessions avec des puissances via le Rwanda qui ont des intérêts sur le sol congolais. Maintenant ici, Kinshasa a pris la posture de ne vouloir pas négocier avec le M23 parce que ça fait plus de 20 ans que dans la plupart des cas, qu'on soit en position de faiblesse ou en position de force, cette guerre finit par des accords, par des négociations. Kinshasa estime que c'est des négociations et de paix factices, qu'il ne faudra plus continuer dans ça parce que je suis d'accord avec ces points de vue. Il est difficile de pouvoir construire une dynamique de paix en interne s'il faut compter sur la dynamique externe et s'il faut passer par des conciliabules à répétition. Quelles sont les conséquences de ces négociations? C'est qu'aujourd'hui, depuis toujours, même quand on arrive au niveau du cantonnement, le M23, peu importe la forme qu'on voudra donner, même si le M23, en 2013, ont évolué, ont eu une branche militaire, qui ont eu 2 sièges au niveau du Parlement, qui ont eu 2 places au sein du gouvernement, mais malheureusement, ils ont choisi de rester ces groupes compacts, qui est devenu une sorte d'épée de Damoclès à chaque fois que le besoin se fait sentir pour les instigateurs de cette guerre, ou encore pour les intermédiaires comme le Rwanda, de pouvoir l'utiliser pour pouvoir nous contraindre à céder. C'est un peu comme quelqu'un frappé par un sextape. Vous pouvez vous donner de rançon qu'on vous demandera. À chaque fois que le besoin se fera sentir par votre agresseur, il brandira le même élément de preuve pour pouvoir vous exiger encore plus. Et c'est ça la réalité de la RDC. Aujourd'hui, est-ce que faudra-t-il continuer à aller dans ce sens-là? Je comprends la position de Kinshasa, mais je crois ici qu'on n'a que 2 options. C'est soit on négocie pour des raisons de paix, c'est soit on passe à la vitesse supérieure. Or, passer à la vitesse supérieure, il y a quelques éléments de contrainte. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, l'idée de la RDC a une armée inféodée, incapable de mener une guerre contre... Et c'est quoi la vitesse supérieure? Passer à l'approche militaire, c'est une certitude, il n'y a pas débat. Je sais que le contexte est peut-être pas propice du fait qu'on va vers les élections. Engager une guerre au même moment qu'on prépare les élections, c'est très contradictoire, mais à court terme, les élections, ce n'est qu'un mois. Et encore faudrait-il savoir si le gouvernement en place ou encore le régime reviendra, même si, allez, il faut le dire la vérité, dans le sondage et autres réalités, on sent qu'ils sont favoris, c'est pourquoi l'opposition se met en dynamique d'union. Mais dans le fond, je crois qu'ici, il faut passer à la vitesse supérieure. Je disais tantôt, avant que votre question n'arrive, la question de faiblesse interne de l'armée, pour moi, c'est devenu une sorte d'effet placebo. On nous a longtemps rabâché cette musique-là, qu'on est une armée inféodée, on ne saura pas combattre. À un moment près, je crois que la nuit, en rentrant dans le livre de notre ami Charles Onana sur l'Holocauste du Congo, et en revoyant la réalité des choses, je me suis rendu compte que ça fait partie des approches psychologiques utilisées pour remporter cette bataille. C'est quoi l'approche psychologique? Au même titre que les Nations Unies nous ont fait une série de communications pour nous expliquer que militairement, on ne serait pas prêt à combattre le M23 parce que nous ne sommes pas assez forts que le M23, je crois que c'est un effet placebo. Le Wazalendo a démystifié ces groupes-là. À l'espace de 72, on s'est vite rendu compte que c'était un cheval de Troie qui était là pour juste faire la pression avec un travail d'image. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faudra que la RDC comprenne aussi que cette question d'infiltration est devenue pour moi un élément psychologique utilisé pour nous contraindre à réfléchir par défaut avant d'apprendre l'approche militaire. Mais les éléments de preuve sont là. 2013, le Wazalendo, et je crois qu'aujourd'hui on est capable de pouvoir le faire encore, mettre hors état des nuire le M23, et cette fois-là, pas se renfermer parce qu'on n'aura pas résolu le problème, mais engager cette fois-là une vraie discussion avec les vrais instigateurs, parce que dans la question de la guerre de l'Est, il y a plusieurs échelons. Si le Grand Bwana, ceux qui financent cette guerre, le font pour des raisons économiques,
il y a un intermédiaire qui est le Rwanda qui le fait aujourd'hui pour des raisons aussi économiques, mais aussi pour des raisons territoriales. Le Rwanda commence à envier des terres congolaises et je crois que la cause, c'est que si on résout le problème en aval, on pourra élaguer les différentes ramifications de cette guerre-là. Et je crois qu'aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, on est prêt militairement à pouvoir d'abord mettre le M23 hors état de nuire et après engager de front diplomatique et économique pour pouvoir cette fois-là changer le paradigme de cette guerre-là qui, allez, depuis toujours continue à pendre sur notre cou et je crois qu'on en a assez à ce jour ici. La RDC est prête pour la guerre. Je veux vous le dire affirmativement, je crois qu'on est prêt. Il vient de nous rejoindre, il s'agit de Grady Bongwele. Grady, bienvenue. Bienvenue, merci. Et je salue tous ceux qui est avec moi sur le plateau. Merci. Alors, comment avez-vous appris la neutralisation de forces spéciales rwandaises à Massissi par l'armée de l'air congolaise? Écoutez, ça ne peut que nous réjouir parce que le peuple congolais est un peuple épris de paix et à chaque fois que nous sommes agressés pour des raisons que Gardy vient de donner, ça dérange. Mais je voudrais quand même revenir sur le propos de Vital Kamerhe au sommet voilà. Kamerhe, lorsqu'il est sorti de la prison, il avait fait une tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo et il avait même élaboré son plan de sortie des crises pour la guerre de l'Est. Pour lui, il était important pour nous de dialoguer avec l'Ouganda et le Rwanda. C'était ça la solution que Kamerhe avait mis sur la table du président de la République, mais malheureusement, ce plan de sortie des crises a été foulé aux pieds. Mais aujourd'hui, Kamerhe vient, il dit que l'Arabie Saoudite et tous ces pays influents doivent user de leur influence pour faire en sorte que l'Ouganda et le Rwanda reviennent, n'est-ce pas, au bon sentiment. Je crois que la solution pour la guerre de l'Est ne peut pas venir seulement sur le champ de bataille. Parce que, vous savez, moi, mon professeur de l'histoire m'avait dit que la guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille. Il faut aussi avoir une diplomatie forte. Parce que vous pouvez vous engager, n'est-ce pas, dans une guerre sur le champ de bataille, mais diplomatiquement, vous pouvez négocier. On a vu ça avec l'Ukraine et la Russie. Ils se battent, mais ils se négocient par des personnes, n'est-ce pas, interposées. Mais ici, le problème est que la diplomatie veut dire négociation, veut dire concession. Mais la posture congolaise n'est pas, n'est-ce pas, prompte n'est-ce pas, à négocier et à faire des concessions. C'est ça le problème. On peut toutefois s'engager dans une voie de la guerre, c'est pas mauvais, mais la guerre ne finit pas seulement parce que dans la guerre, il n'y a pas de victorieux et de vaincus. La guerre, c'est les négociations. La guerre, ce sont des accords. Parce que même si vous êtes puissant, si ceux qui ne sont pas puissants ne s'abdiquent pas, considérez-vous cela comme une menace pour vous. Et saluez-vous son allocution au cours de ce sommet? Je salue, mais je pense que dans une certaine mesure, Kamerhe veut tout simplement nous dire de négocier. Mais comment négocier à partir du moment où Kinshasa s'est dit que nos partenaires ne sont pas sincères, nos partenaires ne sont pas honnêtes et que ce que nous devons faire, c'est de nous battre. Mais je crois que cette posture-là n'est pas vraiment bonne parce que, comme Gardy Diana l'a dit, il faut à un certain moment s'engager dans une guerre, mais aussi négocier. Mais comment négocier au moment où ceux qui sont en face de nous ne sont pas sincères, ceux qui sont en face de nous ne sont pas honnêtes. C'est ça le problème dans lequel nous nous retrouvons. Mais je crois encore en la bonne foi du président de la République, parce que je sais qu'il a toujours dit qu'on
on ne peut pas négocier avec les M23, on ne peut pas négocier avec le Rwanda, on ne peut pas négocier avec tous ces pays qui nous agressent. Mais vous remarquerez que les États-Unis, à travers Blinken, nous poussent à négocier. La SADC, si vous lisez les recommandations de la SADC, le point 13, la SADC demande, n'est-ce pas, à l'Angola de rapprocher les deux capitales. Et donc, par là, c'est une négociation. L'EAC nous pousse à négocier. Vous voyez, donc, on peut tout faire, mais il ne faut pas négliger ce point-là qui est important en diplomatie, qui est la négociation. Alors, parlons de la question dont je viens de vous poser là. Comment avez-vous appris ou comment avez-vous jugé la neutralisation de forces spéciales de Kinshasa à Masisi par l'armée de l'air congolaise? Parce que là, vous venez de parler de Vital Kamerhe, un sujet qu'on a déjà débattu bien avant que vous soyez là. Maintenant, j'aimerais savoir votre point de vue par rapport à cette question-là. Bah, écoutez, comme je vous ai dit, ça ne peut que nous réjouir parce que la guerre dans la partie Est a beaucoup duré, et si nous enregistrons des victoires, si nous avons des bonnes nouvelles venant de là, écoutez, c'est encourageant, et je crois qu'on ne doit pas se lasser. Cette fois-ci, on doit prendre les choses au sérieux pour mettre fin à cette histoire qui a beaucoup duré. Joseph Kamanga. Oui, je pense que nos FRDC sont en train de monter en puissance. Au-delà de ce que Gardy venait de dire, que la chanson, la vieille chanson de l'infiltration de l'armée, je crois que petit à petit, on aura finalement une armée républicaine. Parce que j'ai toujours dit aux gens, aujourd'hui, la RDC n'a pas encore eu une armée républicaine. Et souvenez-vous qu'il y a eu des mixages, du brassage. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque le chef de l'État ne veut pas céder à ses caprices du M23, c'est parce que de CNDP au M23, ils sont habitués pratiquement à ce genre de conciliabule, où il faudra aller sur la table des négociations. Et enfin, on fait les brassages, le mixage, l'intégration même politique de certaines autorités. Mais je crois que Félix Tshisekedi, je soutiens sa position jusque-là. Et je crois qu'à un certain moment, il faudra tourner certaines pages. Ça veut dire l'accoutumance, l'habitude ne doit pas rester dans les têtes de certains rebelles qui estiment que lorsque nous prenons les armes pour instabiliser certaines zones du pays, en ce moment-là, on peut être en position de force pour venir autour d'une table. Et puis l'intégration, non. Mais aujourd'hui, que l'armée est en train de monter en puissance, il y a de quoi saluer pour dire qu'enfin, les dignes fils du pays, nous avons... Oui, nous avons... c'est là où je disais à quelqu'un, parce que c'est une parenthèse, je disais à quelqu'un, c'est comme moi aussi j'avais été visionnaire, parce que je rappelle ce que j'avais même créé un mouvement que j'appelais Patriote Vigilant. Ouazalendo, ça veut dire juste patriote. Exactement. Donc la vigilance, ça doit être en fait le devoir de tout Congolais. Et qu'aujourd'hui, que nos forces armées puissent démystifier cette armée rwandaise, non mais c'est... Vous savez, nous avons fait les débats autour de cette table avec Gardy Diana. Nous avons à un certain moment soutenu les efforts de Ouazalendo, mais nous avons tout de suite dit qu'ils ne doivent pas se substituer à l'armée qui a pour mission de défendre l'intégrité territoriale. Donc aujourd'hui que nos vaillants soldats ont fait leur mission, il n'y a qu'à dire bravo garçon, vous êtes garçon comme on le dit, vous êtes garçon. Vous êtes garçon, bravo. Oui. Alors, on parle du processus électoral. La CENI annonce l'arrivée des observateurs, de 42 observateurs de l'Union européenne à Kinshasa. La transparence d'élection est-elle garantie, Gardy Diana? La transparence, je crois que jusqu'à preuve du contraire, Denis Kadima, depuis qu'il a commencé, dans la plupart des questions, il a toujours eu le franc-parler de pouvoir soit aller vers les acteurs politiques. Je vous rappelle que si beaucoup ont accepté de s'engager dans ces processus autrefois boycottés au départ pour de raisons diverses, il a eu son courage d'aller vers ces acteurs politiques-là, à l'instar de Kabila qui a refusé de le recevoir, de discuter, de pouvoir trouver un terrain d'entente sur un bon nombre de questions. Mais je crois que la transparence, c'est pas à moi de décréter s'il y a transparence ou pas. Ça, c'est aux différents acteurs. C'est eux qui
compétissent pour ces élections, c'est eux qui voient. Je sais que dedans, il y a des questions d'ordre politique qui peuvent faire en sorte que chacun voie les choses de sa manière. Mais dans le fond, on va reconnaître une chose, c'est que Denis Kadima, l'effort qu'il est en train de fournir, c'est de pouvoir continuer à rassembler ces politiques-là et essayer de pouvoir redonner espoir. Parce que pendant que nous, on part sur ces plateaux, dans certains états-majors politiques, la thèse sur la non-tenue des élections continue à circuler. Certains regardant d'autres éléments de contrainte, je rappelle aux gens que s'il fallait tenir compte de contraintes, en 2018, on n'aurait toujours pas eu des élections, malgré ce report de presque 2 ans, de 2016 en 2018. Mais je crois qu'ici aussi, je comprends la plupart des gens qui réfléchissent de la sorte. Quand vous avez une CENI qui a commencé à les contracter de près au niveau de banque pour pouvoir poursuivre son travail, quand vous avez une CENI qui a toujours eu comme plus grande contrainte les finances venues du gouvernement, quand vous avez une CENI qui, de temps en temps, a travaillé avec le moyen de bord pour pouvoir aller dans ce sens-là, je comprends les inquiétudes des uns et des autres, mais d'une part, il faudra savoir que la communication anxiogène fait partie de l'ADN des acteurs politiques, particulièrement de l'opposition congolaise. Ils y vont avec beaucoup des éléments de doute, pas forcément parce qu'ils doutent, mais à la limite pour placer des éléments de contestation. Aujourd'hui, je crois que, à moins que vous me disiez le contraire, soyons sincères et francs entre nous, quel est cet élément qui peut justifier aujourd'hui qu'il n'y ait pas les élections en 2023 ? La plupart me diront la question de confiance entre acteurs politiques, mais comment bâtir la confiance entre acteurs politiques ? Quels sont les éléments constitutifs de cet ensemble qu'on appellerait confiance entre la CENI et les acteurs politiques pour pouvoir y aller ? On vous citera le problème de la révision du fichier par une entité extérieure, alors que la notion de l'audit externe est plus large et définit les choses autrement. On vous parlera aujourd'hui de la difficulté des problèmes des cartes, pour surtout ceux qui ont pris la première série, qui s'effacent petit à petit. Aujourd'hui, la CENI a ouvert les portes pour les duplicata, quoique un tout petit peu payant. Je peux comprendre cela. Et au-delà de ça, il y a quoi d'autre ? J'ai suivi avec beaucoup d'attention une déclaration de Francis Kalombo devant le militant d'Ensemble pour la République sur la disparité dans la cartographie électorale. Je crois aussi, encore une fois de plus, qu'à ces niveaux-là, j'ai assez d'éléments, qu'il y a quelques éléments de fausseté qu'il a évoqués dans ce qu'il dit. Mais malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, à la limite, prenons la proportion, s'il faut établir sur une échelle de 100%, avec une moins bonne cotation, on donnera à la CENI 60. Est-ce qu'il faudra reprendre la classe parce qu'on a 60%? Je ne pense pas. Dans cette analogie-là, je peux tout dire. Les imperfections, oui, il y en a. Mais je crois qu'aujourd'hui, la plupart des politiques, se sentant pas prêts, ou encore pour des raisons d'enjeux politiques, estiment qu'il est préférable de prolonger pour gagner du temps, ou à la limite, ceux qui sont de l'extérieur, continuent à faire la pression pour que finalement, il y ait un dialogue, pour la plupart, qui, autrefois, étaient acteurs, se retrouvent dans la posture de joueurs, qui estiment que ce n'est pas un rôle qui leur convient. Il faut rentrer dans les négociations parce qu'à ces niveaux-là, les rôles sont plus clairs et plus définis et de manière très détaillée. Mais je crois que c'est une culture politique chez nous qu'il faudra combattre. Je crois que pour la plupart des Congolais aujourd'hui, la question d'actualité, c'est aujourd'hui de voir à la limite du possible, est-ce qu'on aura au moins pour une première fois la chance d'avoir l'occasion de pouvoir juger chaque candidat en fonction de son programme, en fonction de ses projets, avec le débat présidentiel. Oui, on en parlera. Ça c'est libre, je crois qu'aujourd'hui on veut le savoir, mais encore là, j'ai un petit bémol au regard de la culture des politiques congolais. Ils viendront nous dire que si je suis élu, je vais mettre de l'eau, si je suis élu, je donnerai l'électricité. Mais à la question comment, peu de gens sont capables de répondre à cette question. Gardi Bongwele. Écoutez, l'arrivée des observateurs, des élections garanties ou pas? Écoutez, la transparence du processus électoral, elle est toujours relative, parce qu'il y a ceux qui disent qu'il y a transparence et d'autres, il n'y a pas de transparence. Mais quant à moi, je vois qu'il y a transparence, parce que avant l'arrivée des observateurs de l'Union européenne, la mission d'évaluation préélectorale de la CEAC était ici, et d'après elle, le déroulement du processus est satisfaisant. Après la CEAC, c'était la SADC, et c'est le même avis, et aujourd'hui on a les observateurs de l'Union européenne. Je crois que la CENI, parce que parfois on oublie que Kadima, le bureau de la CENI, avait enregistré, je crois, 2 ans pour qu'il soit, n'est-ce pas, pour qu'il soit investi.
à cause des tergiversations de nos leaders religieux. Et quelqu'un qui a connu des ans de retard, et aujourd'hui il se bat pour organiser les élections, et il doit être soutenu, il doit être appuyé. C'est vrai, il y a des contraintes, mais est-ce que ces contraintes sont de nature à reporter les élections? Je ne pense pas. Vous voyez, je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, il y a des contraintes. Vous n'avez qu'à lire la correspondance du Congrès américain adressée au président de la République. Vous voyez qu'il y a certaines préoccupations qui sont légitimes, parce que Gardi Diana a parlé de duplicata. Il faut payer, mais pourquoi payer? Moi, je suis allé chercher ma carte d'électeur gratuitement, et quand il faut chercher les duplicata, je dois payer. Et parfois, vous allez chercher les duplicata, votre nom ne figure pas, n'est-ce pas, dans le fichier, et c'est très compliqué. Vous voyez, mais généralement, le processus, il est transparent. L'opposition, elle s'est toujours comportée ainsi à chaque cycle électoral. Mais donnons, disons, bonne chance au reste du processus électoral. Nous pensons que la CENI va nous donner des bonnes élections, et que le meilleur va certainement gagner. Joseph Kamanga. Oui, moi j'étais parmi les gens qui estimaient que sous le mandat de Félix Tshisekedi, moi, de mon point de vue, que je ne souhaiterais pas même qu'il puisse avoir un jour de dépassement. Voyez-vous, il est fils d'un grand. Quand je dis grand, je parle d'un grand esprit qui était Tshisekedi, et d'un grand parti qui est défenseur de la démocratie, de l'état de droit, qui veut dire qui est respectueux des textes. Donc, moi, je suis encore parmi de ceux-là qui estiment qu'il ne faudra pas donner une brèche à quiconque veut trouver une raison de réduire en nul ces combats du grand parti d'EPS et de ces grands esprits Tshisekedi. L'inclusivité du processus ne veut pas dire l'unanimité. On n'aura jamais l'unanimité. Quand il y a inclusivité, vous avez vu lorsque la Cour constitutionnelle a publié le 26 candidats, vous avez vu certains politiciens de l'opposition dire bravo la Cour constitutionnelle. Donc ça veut dire nous devons quitter à un certain moment cette immaturité politique. Et c'est pourquoi vous voyez que même certains petits blancs dans certaines chancelleries ne considèrent pas l'homme politique congolais. C'est quelqu'un qui vieillit mais qui ne grandit pas. Imaginez-vous aujourd'hui la RDC à 63 ans d'indépendance. Mais avec quelle classe politique? Des immatures, je pèse bien mes mots. Sont des immatures parce qu'il y a certains qui estiment que les affaires congolaises peuvent aller se traiter dans les chancelleries occidentales. Ce qui est faux. Donc, aujourd'hui, l'inclusivité est en train d'être retrouvée. L'inclusivité ne sera pas l'unanimité. Et ici, c'est aussi l'occasion de dire qu'il y a des imperfections, comme toute œuvre humaine. Hein? Parce que mon frère Grady a évoqué le cas des duplicata. Moi, je suis dans ce contexte-là. Autrefois, j'avais parlé autour de cette table. Et que, est-ce que vous savez que les gens ont pris leur temps, au moins toute une journée, pour aller prendre les jetons, pour obtenir cette carte d'électeur? Et aujourd'hui, on nous soumet pratiquement à un exercice double. Il faut encore faire des démarches pour aller faire ce qui n'est pas de notre faute. Si on était dans un pays sérieux, on se serait constitué en collectif pour porter plainte contre la CENI. Parce qu'apparemment, on nous dit quoi? C'est de l'escroquerie. Parce qu'on va payer. Mais ce n'est pas la CENI qui va payer à la place de ces Congolais qui ont pris leur temps. C'est parce qu'on ne prend pas, dans ce pays, on ne prend pas les facteurs temps en considération. Pour obtenir cette carte, les gens ont mis 2 journées entières. Et aujourd'hui, de la faute de la CENI. Et puis voilà, nous sommes dans un contexte des cartes illisibles. Et il faut payer. Donc, dire que moi je souhaiterais que ces élections soient le bon des 3 cycles électoraux que nous avons connus. Parce que 2006, 2011, 2018, je crois que cette fois-ci, ça ne soit pas un recul démocratique. Que nous ayons à marquer quand même un pas et que même aux yeux du monde, que la RDC soit respectée. Donc, que ce soit du côté de la CENI, que ce soit du côté de la classe politique congolaise, il faudra faire des concessions.
Et avec le déploiement de kits d'ici là, annoncé par le président de la CENI, vous pensez quand même que les élections sont imminentes? Nous croyons, Denis Kadima nous a rassurés, au moins même à l'époque de sa désignation par les confessions religieuses, la société civile ne contestait pas la compétence de Denis Kadima. J'ai eu autrefois à parler avec Dieudonné Mouchagaroussa, qui dit non, Kadima c'est vraiment un expert. Mais, déjà quand il y a les mais qui arrivent, il y a à boire à manger dans ce que chacun a comme argumentation. Mais au moins, Kadima nous rassure jusqu'à aujourd'hui qu'il y aurait élection dans le délai. Mais encore qu'il évoque encore ces contraintes-là qu'il a toujours, même dans sa feuille de route, hein, la contrainte sécuritaire et la contrainte financière. Attendons voir, peut-être qu'il va exactement nous amener dans les élections dans le délai constitutionnel. C'est mon souhait que l'on a dans les élections, dans le délai constitutionnel, que l'on apprenne à respecter nos textes. Ça veut dire qu'après chaque 5 ans, les Congolais peuvent croire que nous devons nous rendre aux urnes. Et ça nous fera grand, un peuple grand, et ça nous fera respecter. Et que dites-vous par rapport à ceux qui pensent qu'il y a une transition qui s'annonce déjà? Ça se parle dans les salons. Il y a des gens qui, vous avez vu, notre frère Martin Fayulu, qui lui-même a fauché compagnie à ses candidats députés. Hein. Tout de suite, il s'est lancé dans l'eau. Il a commencé à faire sa tournée, mais qui au départ contestait même les fichiers électoraux. Et c'est la même erreur, hein, c'est pourquoi j'ai dit l'immaturité des hommes politiques. Et souvenez-vous, la machine à voter. Après, l'homme va revendiquer la victoire. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, je crois qu'on ne doit pas être sous manipulation de certaines officines. On doit justement voir le Congo avant nous. Le Congo à moi, votre Congo, le Congo à nos enfants. Et lorsqu'on arrivera à ce niveau-là, on comprendra que c'est un caprice parce qu'il y a parmi des gens qui s'est préparé pour un dialogue. Comme ils sont habitués, d'un 1+4, de l'accord de Saint-Sylvestre. Et puis ils croient que ça doit rester comme ça. Non. Ayons juste le temps de nous donner nous-mêmes du respect. Vous savez, même dans la vie, lorsque vous-même vous ne vous donnez pas du respect, c'est difficile que l'on vous considère. Et cela étant, c'est que nous avons qu'une classe politique immature que je demanderai de grandir. Grandir, ça veut dire, il y a élection, 5 ans, allons-y. Quand nous nous retrouverons devant un fait accompli, l'arbre à palabre, c'est l'art de l'Africain. Ça veut dire, quand on se trouvera devant un fait accompli, on ne peut pas brûler la case. On ne peut pas brûler la République. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, ils vont trouver solution. Comme on dit, Mikolo. Gardi Diana, on parle cette fois-ci de l'idée du CESAC concernant l'enregistrement des candidats présidents en vue de montrer aux yeux de Congolais, en fait, de parler de leur programme à la population congolaise. Comment trouvez-vous l'initiative? Je crois que c'est une bonne initiative, même s'il faut dire la vérité aux gens que ce n'est pas une première, parce qu'aux élections de 2018, cela a été fait, même si ce n'était pas l'ensemble de candidats, où certains ont refusé de prendre part à ce plateau-là, mais je crois que c'était une initiative. Il faut reconnaître que c'est une disposition légale, l'article 16 de la loi cadre du CESAC, qui lui donne l'autorisation de pouvoir réguler, organiser la communication de candidats pendant cette période électorale. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai soulevé tout à l'heure un bémol, c'est que c'est une très bonne idée parce que nous tous, on veut aujourd'hui juger de la valeur, de la pertinence de chaque candidat. Mais dans le fond, je crois qu'il faudra tenir compte des questions culturelles. C'est quoi la question culturelle? C'est qu'il faut éviter de digression, en fait, de faux semblants. Quels sont les éléments utilisés dans la plupart des programmes? Je vais être très sincère, dans les quelques programmes que j'ai déjà lus jusqu'ici, hormis des lycées Sanga qui m'est paru assez réfléchi, et un tout petit peu Augustin Mata Tamponio, je crois que pour le reste, jusque-là, il n'y a rien. Dans le fond, ce qu'aujourd'hui, c'est... J'ai vu les thématiques choisies par le CESAC sont des thématiques très pertinentes, qui touchent directement aux questions de survie de la République. Mais la question, c'est l'orientation du débat. Est-ce qu'on ne donnera pas l'occasion aux gens de venir juste faire du populisme comme d'habitude? Venir nous dire, écoutez, en 5 ans, Félix Tshisekedi n'a pas fait ça, en 12 ans, Kabila n'a pas fait ça, moi dès que j'arrive, je vais faire ça. La question fondamentale, ce n'est pas que tu vas faire quoi que ce soit. Vous savez, le Congo est un vaste chantier où
dans les éléments de langage, même un quidam peut trouver des éléments de langage pour pouvoir justifier sa demande de suffrage. Mais la question n'est pas ça, la question c'est prouve-nous à suffisance que c'est pas un leurre. Dès qu'on te donnera le suffrage, tu seras en mesure de pouvoir faire ce pourquoi et qu'on ait des éléments, des indicateurs, des jugements de valeur qui nous permettront de définir si vous êtes capable pour ces fonctions ou pas. Moi, je suis un adepte de la politique française. Je crois que depuis toujours, j'ai appelé des mes voeux. Moi, je suis partisan. Je pense que pour moi, la meilleure des choses, c'est des débats de confrontation. Mais je crois qu'à la limite, regarde la culture. Je doute fort qu'on ait l'occasion de pouvoir tomber dans ça. Parce que s'il faut le faire, il faut aller sur le principe d'équité. Ça veut dire que s'il y a débat, je crois que chacun de 24 candidats aurait choisi d'avoir en face... De 26 candidats. Non, le 25. Sur le 25, le 24 aurait choisi d'avoir le président sortant comme adversaire dans le débat. Pourquoi? Parce que pour la plupart, ça serait plus facile de faire des éléments d'incantation. Non. Vous vous dites ceci, en 5 ans, voici ce que vous n'avez pas fait, voici ce que vous n'avez pas fait. Mais aussi parce qu'ils savent que pour des raisons d'audimat, pour des questions de notoriété, il serait plus aisé de se confronter à celui qui sort pour pouvoir gagner du poids en termes de suffrage. C'est le principe, la loi de la célébrité. Mais au-delà de ça, je crois que dans le fond, dans l'organisation, tout est parfait. Ce que je dis ici, c'est revient maintenant à ce que moi j'appelle depuis toujours la misère intellectuelle. La capacité aux acteurs politiques ou encore aux candidats présidents de la République à venir là-bas, transcender la simple dimension de mobilisation, mais venir vraiment parler avec force et détail de questions de la République, avec argument et avec assurance. C'est ça la question. Par exemple, combien sont-ils à même de nous parler ici de la politique fiscale de la RDC et qu'est-ce qu'ils proposeraient au cas où? Parce que le Congo aujourd'hui, on estime que le Congo a une pression fiscale bien supérieure à la moyenne pour un État qui est encore dans la période d'attraction. Est-ce qu'ils seront en mesure de pouvoir répondre à des questions pareilles? Je ne veux pas qu'on arrive là-bas, on réponde sur des questions du genre, dès que j'arrive, j'ai diminué le prix de pain. C'est encore une fois de plus abrutir la population. Je crois que je demanderai au CESAC, c'est une très bonne initiative. Maintenant, le choix de 12 journalistes qui ont été mis en place, je crois qu'à la limite, le 12 peuvent être les gens qui vont faire le travail, mais là où le CESAC gagnerait, c'est de pouvoir créer un très grand collectif. C'est-à-dire des gens qui travailleront sous forme, comme on le fait dans nos rédactions, c'est-à-dire un groupe de journalistes expérimentés, plusieurs, qui travaillent dans le fond sur les grandes questions d'orientation et qui permettraient justement à cela d'aller présenter le travail d'un groupe. Si l'idée de pouvoir laisser le CESAC lui-même faire le travail ou c'est confié à l'individualisme de gens, on risque de passer à côté de la plaque. Je crois que je demanderai au CESAC, le 12, quelqu'un comme moi, je ne remettrai jamais en question le choix, surtout la sélection qu'ils ont faite, parce que c'est une sélection, on ne prendra jamais tout le monde. Mais dans le fond, je crois que pour des raisons de pertinence du travail, il faut qu'il y ait des tasks d'équipe, c'est-à-dire une task économique, une task politique, une task diplomatique, où vous rassemblez la plupart des intelligences ou de journalistes qui maîtrisent la question. Ils ne seront peut-être pas devant de la scène, mais dans le fond, ils travaillent pour rendre pertinent le travail de celui qui sera devant le candidat. Et je crois qu'à ces niveaux-là, j'espère que le président du CESAC va nous écouter et se rattraper très vite, ou à la limite, s'il y a pensé, tant mieux. Mais je crois que dans le fond, j'ai vu ce qui a été fait. Je n'ai pas vu l'idée d'aller dans des groupes, ou moi j'ai vu plutôt l'idée de donner des thématiques à des gens qui seront là et qui vont se livrer à leur individualité. En termes de desk. En termes de desk, c'est meilleur. Des spécialités, c'est meilleur que de se soumettre aux individualités des uns des autres. Et je crois que pour moi, ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on pourra, cette fois-là, vraiment mettre le candidat devant des faits accomplis et mettre les candidats devant leurs responsabilités, non seulement en termes des questions, mais aussi en termes de compréhension de la population qui regarde, dans l'idée de se faire un jugement de différents candidats, parce que le Congo est un vaste chantier. À la limite, il ne faudra pas qu'on reçoive les gens juste parce qu'il a été directeur de cabinet, il a été ministre, c'est des postes politiques, des postes de management. Maintenant, on va vous donner un portefeuille. Il faudra, à la limite du possible, vous voulez gérer la République, il faudra à la limite du possible le convoyer. Ce n'est pas vous qui allez exécuter, mais vous êtes capable. Prouvez-nous que vous êtes capable d'impulser une vision cohérente, non pas parce que vous allez vous entourer des gens qui connaissent, mais aussi parce que vous-même, vous avez quand même une certaine maîtrise de la chose de la République. Et pour moi, ça sera la meilleure des choses pour pouvoir arriver justement à notre fin. Ça sera la meilleure des choses. Joseph Kamanga. Bon, moi, l'initiative du CESAC que je louais, bon, c'est conformément au texte. Quelles sont les failles que vous avez relevées au cours? Effectivement, je suis dans cette logique-là que il faudra que nos candidats présidents nous présentent des matières à la hauteur de leur rang. J'étais même parmi les gens qui estimaient
que si aujourd'hui nous condamnons Kabila, mais il faut ajouter sur ce qu'il n'a pas pu faire. Donc moi, je ne voudrais pas que ce soit un débat où on viendrait indexer. Mais le président Tshisekedi avait dit, non, mais vous, quand vous serez, c'est quoi votre projet de société? Qu'est-ce que vous allez apporter comme une pierre à l'édifice? C'est là où moi je suis. C'est-à-dire, il ne faudra pas que nos politiciens, comme je dis, immatures pour la plupart, nous apportent bon, parce que Gardi a cité Delis et Sanga, moi j'ajouterais aussi Mouzito, même des fois de par ses tribunes, voilà, Donc, il faudra que nous ayons des hommes politiques. Mais qui n'a pas encore publié son projet jusque-là. Oui. Oui, il a parlé de la reconstruction. Parce que les deux autres, on a leur projet en dur, donc, présenté officiellement. Il faudra que nos hommes politiques nous présentent quand même un débat à la hauteur. Et par rapport au choix des journalistes, pas par fausse modestie, mais j'avais voulu que ça soit quelque chose de bien guidé. Ça veut dire chacun dans sa spécialité. Dans nos desks, comme dans toute rédaction, vous avez desk économique, diplomatie. Parce que quand vous prenez par exemple, en fait, les 7 thématiques qui sont retenues, la femme et la jeunesse, c'est vaste. Hein? Ça, donc ça veut dire qu'il faudra que quelqu'un, quand il se présente devant un candidat président, il est loin d'être complexé. Et il a des questions précises. Et quand vous êtes devant la télé, vous avez la fierté d'être congolais. Gardi l'a dit, bon, moi j'aime beaucoup suivre la plupart des débats sur les médias français. Hein. Vous sentez la beauté de vous tirez un plus, comme il y a en fait, des experts dans les questions africaines. Et puis quand ils vous parlent, vous sentez que vous tirez un plus. Donc je crois que nos confrères et consorts qui sont retenus, après les tirages au sort, qu'ils nous permettent aussi d'être fiers d'être journalistes. Ça veut dire, devant un candidat président, qu'on sente que vous êtes mouillé en la matière. Vous maîtrisez exactement ce que vous abordez. Parce que beaucoup sont généralistes. Quand on est généraliste, tantôt à un certain moment, vous sentez que la personne se perd dans son questionnement. Alors nous voudrons que ce soit quand même des confrères qui nous présenteront quand même des questions pointues et des questions de profondeur. Et ça nous édifiera, par exemple, nous tous. Quand vous prenez la question politique, diplomatie, femmes et jeunesse, il y a à boire à manger dans ça. Alors, moi, je peux avoir des notions élémentaires, mais la question qui est mouillée en matière de la femme, de la jeunesse, il pourra apporter quand même des questions de fond. Il y a une question sur qui il y a 2 ans qui se dit, c'est sur base de quoi qu'on a opéré ce choix de journaliste. C'est pas pour polémiquer, mais c'est juste pour savoir. Vous savez, j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux. Mais je suis loin d'être un polémiqueux. Donc ça veut dire, si aujourd'hui c'est dit que c'est Gardi qui sera tel, on ne force pas les temps. On se dit pour un média... Il y a certaines histoires dans la vie, il faut se s'en passer. Un média où on a pris 3 journalistes pour... on ne sait pas. Je ne veux pas me lancer dans cette polémique-là. Mais moi, le président de CESAC et son bureau savent sur base de quoi ils ont retenu ceux-là qu'ils ont retenus. Donc moi non plus aujourd'hui, ça ne sera pas étonnant qu'aujourd'hui, dans une fonction, vous me voyez retenir Gardi. Je reviens sur lui parce que je sais ce qu'il est. Donc aujourd'hui, moi je ne peux pas me lancer dans un débat, pourquoi pas moi? Pourquoi pas Gardi? Gardi pouvait aussi faire partie. Il est brillant, il sait de quoi je parle. Donc, le choix, c'est comme on dit, le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Et les gens disent que le CESAC a failli. Bon, c'est lui qui accuse de pouvoir apporter la preuve. Oui, moi je suis loin de me lancer dans cette polémique-là. L'essentiel que le travail soit bien fait par nos confrères. Attendons plus de résultats. Grady Bongwele. Madame, le CESAC n'a pas failli, mais le CESAC a... Je crois que la commission qui a été mise sur pied pour étudier le profil des journalistes a commis peut-être une erreur en plaçant quelqu'un comme Israël Moutala réserviste. Donc, j'aurais voulu qu'il soit parmi les 12, mais il est réserviste. J'aurais voulu aussi que Gardi Diana soit
voilà, Ouais. sélectionner parmi les 12 ou parmi les 15. Parce qu'à mon humble avis, je crois qu'il y a beaucoup de généralistes. Vous savez, nous ne pouvons pas blaguer avec ces moments que nous traversons. Le monde, l'Afrique, le Congo, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a beaucoup d'enjeux environnementaux, il y a beaucoup d'enjeux à travers le monde et nous ne pouvons pas blaguer avec cette occasion que la démocratie nous a offerte. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de l'environnement. Combien de journalistes Spécialisés dans l'environnement. congolais qui sont spécialisés dans l'environnement? Combien sont-ils? Aujourd'hui, on parle de la jeunesse, comme mon aîné l'a dit. Et j'aurais voulu que la culture soit aussi, soit l'une des thématiques à exploiter parmi ces thématiques. Mais malheureusement, il n'y a pas, on ne parle pas de la culture. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'importer, comme le disait Sédar Senghor, l'indépendance culturelle précède l'indépendance économique et politique. Regardez aujourd'hui ce que nous regardons dans nos postes téléviseurs, des séries comme des bachelors. C'est une insulte à la culture. Il fallait qu'il y ait un débat sur la culture, sur la politique culturelle de chaque candidat, mais malheureusement, ça n'a pas été sélectionné. Mais sinon, je souhaite vraiment que les débats soient scientifiques, soient intéressants pour que nous puissions cette fois-ci opérer nos choix sur base des projets. Nous tous, nous aimons les débats politiques, mais malheureusement, il n'y aura pas de débat contradictoire parce qu'il fallait quand même qu'il y ait confrontation entre le protagoniste ou le favori, mais malheureusement, le CESAC a opté pour un autre choix. Mais sinon, je crois que ceux qui sont sélectionnés feront un bon travail et nous tous, nous allons apprécier. Gardi Diana, parlons de la dernière sortie médiatique de Moïse Katumbi. Comment avez-vous jugé cette sortie, réussie ou ratée? Oh, c'est une position très délicate de juger si c'est raté ou sorti parce que ici, ça dépend de dans quelle orientation je prends cette question-là. Si vous voulez mon avis d'un communicateur stratégique, je vais vous dire qu'il y a toujours eu beaucoup de faiblesses dans la communication de Katumbi. Mais particulièrement, je crois que dans la communication, il y a ce qu'on appelle la question tenir compte des enjeux politiques. Et les enjeux politiques sont parfois orientés de manière à ce que ceux qui voient les choses dans l'approche sociétale, comme les communicologues, sont parfois nargués un tout petit peu. Je crois que chaque communication a une cible. La question, c'est définissons quand il a communiqué comme ça. Est-ce que c'était pour des raisons de consommation de masse ou c'était une communication orientée? Je sais qu'à la limite, même une communication orientée a toujours des répercussions parce que la masse est un intermédiaire essentiel qui finira par capter ces messages-là, comprendre ou pas comprendre, mais à la fin, ça change ou ça traduit une sorte de perception qu'on a sur le candidat. De manière directe, je crois que c'était une communication très mal orientée. Pourquoi? Pour la première raison, c'est que j'ai noté dans la communication de Moïse Katumbi, plus de 39 fois, il a utilisé les pronoms personnels légers. Je vais vous dire pourquoi c'est un danger. Parce que quand on arrive pour compétir en tant que président de la République, à la limite possible, il faut éviter l'individualisme dans l'approche communicationnelle. Et la plupart de ces pronoms personnels utilisés, ce sont suivis des éléments d'orgueil, du genre « je payais pour ceci ». Je fais ceci pour qui que ce soit, j'ai engagé, j'ai dépensé de l'argent pour ces... J'ai, en fin de compte, ça fait de vous quelqu'un de... Vous savez, nous on est bantous. Chez nous, le principe c'est que quand on donne à la main droite, la main gauche ne doit pas savoir. Dès lors que quelqu'un arrive devant la scène pour pouvoir vanter le mérite de ce qu'il a rendu comme service aux autres, vous passez à la limite pour un nonchalant, vous passez à la limite pour un arrogant, vous passez à la limite pour un autosuffisant. Or, c'est des éléments qui écorchent l'image de quelqu'un qui veut aller. Dans l'approche communicationnelle, il est toujours préférable. Je vous ai dit ici que dans le schéma congolais, le Congolais vote au clan, le Congolais aime des gens un peu, j'ai envie de dire, comment on dit, je veux le traduire dans un langage, oh, président. Si le Congolais a l'habitude d'appeler généralement le président, le Congolais aime les généreux. Or, la générosité n'est pas rédévable. Quand on pose un acte de générosité, on ne vient pas revendiquer quoi que ce soit vis-à-vis des autres après. Et ce que Moïse Katumbi ne sait pas, c'est que l'image de départ que lui-même a construit
depuis qu'il était gouverneur, c'était l'image de cet homme philanthrope généreux. Or, un généreux qui vient revendiquer des reconnaissances pour ses actes posés, il détruit lui-même l'image qu'il a construite depuis toujours, qu'il a suivie jusqu'à maintenant, qui a fait de lui un bon manager, qui donnait sans compter, qui facilement venait à la rescousse des autres. Et je crois qu'à l'ennemi du possible, c'est des questions d'ordre stratégique que malheureusement, le simple journaliste comprendront pas forcément pas. Moi, j'ai l'habitude de dire aux politiciens, le journaliste est un élément clé dans le rapport entre vous et l'opinion publique, mais la conception de la stratégie est un autre travail. C'est pourquoi même dans la science, il y a eu une disparité entre le travail, le reporting ou encore le travail d'influence que peut faire un journaliste et le travail d'un communicologue ou un communicant qui est à la base là pour établir une stratégie, qui établit un lien sociologique qui permet aux journalistes qui sait atteindre les autres de pouvoir aller avec des éléments de langage convenables. Je crois qu'à la limite, c'était une communication. Moïse Katumbi s'est opposé à Moïse Katumbi. C'est-à-dire que le philanthrope a détruit sa propre image en voulant faire croire aux gens que c'est lui qui subit de l'ingratitude parce qu'il a fait ceci, il a fait cela aux autres. Malheureusement, c'est pas grave. Et aussi au-delà de ça, il a véhiculé une image de quelqu'un de moins violent. Or, la non-violence, elle peut être aussi verbale. On se reconnaît quelqu'un de violent de par son langage. Quand vous arrivez pour utiliser de langage assez dur, ça vous tire vers le bas. C'est un peu comme ce que j'ai tué à dire nuit et jour au service de communication du docteur Mukwege. Le storytelling qu'ils sont en train de construire autour de son image ne colle pas avec ce qu'il est. Comme on dit, chasser le naturel revient au galop. Dans le storytelling, dans l'image, dans l'histoire que vous racontez sur un candidat, ça doit être une image et une histoire en phase avec sa personnalité, tout en gommant les quelques éléments négatifs parce que c'est du marketing, il ne faudra pas se leurrer. Mais en gros, je crois qu'à la limite, c'est une communication de manière qui va dans tous les sens, fait de manière pêle-mêle, où on s'est juste contenté de lui donner des éléments de langage, où on ne lui a pas donné du tout, et après on l'a laissé parler avec sentiment, avec état d'âme. Donc en gros, pour moi, c'est ça la difficulté. Mais si vous permettez, en 2 secondes, je reviendrai sur un élément. Je crois que je peux que remercier soit Grady, soit Joseph Kamanga pour leur point de vue, mais dans l'équipe du CESAC, même moi, comment vous pouvez constituer une équipe avec des critères de la durabilité, l'expérience, où il n'y a pas Kiban Bishinto? Il n'y a pas Jean-Marie Kassamba. Bon, Jean-Marie Kassamba, c'est discutable. C'est discutable. C'est mon patron. Jean-Marie Kassamba est une école. C'est l'opinion qui... C'est ce que je dis. Laissez-moi vous dire une vérité pour que les gens ne prennent pas mal. Jean-Marie Kassamba est une école de la télévision aujourd'hui. Mais là, il s'agit d'aller faire un débat. Dans la gestion du débat, j'ai un autre point de vue de lui. Ce n'est pas un très bon gestionnaire des débats. Vous savez, c'est un journaliste exceptionnel, un manager de médias exceptionnel. Mais dans la gestion de débat de questions politiques, c'est discutable. C'est discutable. Donc, je crois vous dire. Et au-delà de ça, il y a un autre élément qu'on a dit sur les spécialités. Je pourrais peut-être me poser aussi la même question que Grady. Parce que sur l'approche économique, je regardais ces tableaux-là, quand je vois et Faustin Koudiassa là, et Israël Moutala dans les réservistes, il n'y a pas match. Alors que si vous allez sur des questions d'ordre économique, il n'y a pas meilleur que ces deux-là. Mais le bonheur, c'est qu'ils sont dans l'équipe. Réservistes ou pas, après, on peut se rendre compte que finalement, dans les disparités, les questions diplomatiques et autres, on ne sait pas rentrer. Dans la carrure de journaliste, moi, je n'ai rien à dire. Je vis beaucoup de gens, j'ai même retrouvé, malheureusement, en termes de représentativité, il y a un de l'ACP des Goma, et j'ai retrouvé un ami avec qui on a travaillé à Héritage, qui malheureusement y est présenté comme journaliste d'Héritage, mais il a quitté Héritage il y a longtemps. C'est Patrick Lumbala. Il a quitté Héritage il y a longtemps, il était même DG des Shalom ici, il vient de quitter son poste de DG des Shalom. Mais n'empêche que c'est un garçon très intelligent. Donc en gros, on ne reviendra pas. Si on veut aller à ces niveaux-là, il y aura toujours de remords. On aura toujours de quoi se reprocher. Merci. Mais le plus essentiel, c'est pourquoi j'ai dit, la force, c'est dans les équipes qui travaillent dans le fond. Mettez en place, monsieur le président du CESAC, mettez en place de tasks selon les spécialités qui vont travailler dans le fond et donner le produit fini à ceux qui vont aller. Mais parce qu'ils ont l'intelligence, ils ont la spécialité, ils sauront comment se défendre. Et la task, le bonheur, c'est que même en pleine émission d'1h30, il peut y avoir des questions d'orientation qui vont échapper aux présentateurs, qui peuvent facilement, soit par des oreillettes, soit par des systèmes technologiques, par téléphone, le transmettre aux présentateurs pour que finalement on obtienne la pertinence qu'on cherche. Pour moi, ça sera meilleur. Sinon, les débats sur les individualités, on en aura toujours et encore toujours parce que... Merci beaucoup, On Gardiana. est combien? On parle vite fait de l'affaire Bukanga Lonzo. Matata Pognon, candidat à l'élection de 2023.
que va-t-il lui arriver et s'il serait condamné? Je vais juste placer un mot d'abord sur le tout-puissant Moïse Katumbi. L'homme s'est démystifié. Et deux fois, j'ai toujours dit, s'il y a des gens qui n'écoutent pas en RDC, ce sont les hommes de Dieu et les politiques. Ça veut dire, même Gardi qui dit, communicateur. Oui, mais il y a certains politiciens, c'est que vous le donnez dans votre domaine, ils n'écoutent pas. Qui beaucoup n'écoutent pas. Beaucoup n'écoutent pas. C'est autant aussi pour les hommes de Dieu. Quand tu dis pasteur ici, il dit non, c'est moi qui ai la vision. Donc, il y a des gens dans ce pays, et je dis, la communication, c'est une science et un art. Le marketing politique, regardez même la plupart des affiches qui sont conçues. C'est ça la plupart des affiches. Quand vous regardez, vous sentez les couleurs. Et donc, il n'y a pas de la communication. Même la tenue, c'est de la communication. Bon, moi, en lieu et place de Katumbi, j'aurais utilisé le nous de majesté. Que de revenir sur G. Non, parce que c'est un travail d'équipe. C'est là où le Belge avait compris que l'union fait la force. Ça veut dire que quand je suis arrivé là où je suis, j'ai travaillé avec certaines personnes. Il faut utiliser le nous de majesté par modestie. Nous. Mais j'ai. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est la faute à sa communication? Je ne crois pas. Parce que l'homme est teinté d'une dose d'orgueil, croyant qu'il a les chiffons, que tout le monde ne représente rien. En tout cas, Matata Pogno, je pense que la Cour constitutionnelle, je crois que parmi les gens qui attendaient... Elle va poursuivre ce lundi. Je pense que parmi les gens qui attendaient la Cour constitutionnelle au tournant, figuraient Katumbi et Matata. Et quand ils ont été reconduits, je crois que ça signifie qu'au fait, l'homme peut partir aux élections. Bon, madame, on ne peut pas interdire à quelqu'un de se défendre. Katumbi avait beaucoup encaissé les coups venant de plusieurs partis politiques. Et il était temps pour lui de se défendre. Et Gardi ne peut pas interdire Katumbi de se défendre. Vous voyez, il ne l'a pas interdit, il a tout simplement parlé à une certaine hauteur d'homme. Hein. Non, attendez. Laissez-lui donner son point de vue, même s'il n'a pas compris. On ne peut pas interdire à quelqu'un de se défendre. Katumbi, il a dit qu'il payait le passeport, il a fait voyager beaucoup de gens, c'était pour montrer à l'opinion qu'il est réellement congolais, parce qu'il avait même exhibé ses passeports. On connaît tous que Katumbi, il ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui n'aime pas claironner comme d'autres politiques, mais lorsqu'il accepte de parler, c'est parce qu'il avait beaucoup encaissé et qu'il était temps pour lui de montrer aux gens que les arguments que brandissaient, n'est-ce pas, ses ennemis étaient farfelus et qu'il était réellement congolais. Ce que vous ne dites pas dans cette interview est que Katumbi s'est donné 6 mois pour mettre fin à la guerre dans la partie est de notre pays. 6 mois. Il s'est donné 6 mois. Et 6 mois. oui, ce que vous ne dites pas... C'est quelqu'un qui a commencé des décennies. Il est seulement sérieux dans 6 mois. Il connaît ses recettes. Il s'est prêt à mettre 6 mois. Dans 6 mois, il a dit qu'il va mettre fin dans la partie est. Et nous tous, nous voulons qu'il y ait paix. Et donc... moi, je crois qu'il n'y a pas à condamner sa sortie médiatique. Il y a même une erreur que ses ennemis font, c'est de dire que tout ce qui s'est fait contre la République à l'extérieur du pays, c'est parce que Katumbi est derrière. Et Katumbi a même répondu en disant, si c'est ça le cas, et que je suis le meilleur candidat pour diriger le pays. Si j'influence la Grande-Bretagne, si j'influence les États-Unis, si j'influence la communauté internationale, il n'y a pas mieux que moi. Vous voyez? Et donc, quelque part, nous devons faire attention à toutes les accusations que nous portons sur des gens parce que ça favorise dans une certaine mesure. Vous avez parlé de Matata, bon... Alors il est méchant parce que s'il pouvait influencer, il pouvait le faire au nom de la République. Je crois qu'il attende le jour où il sera président. Le dossier Matata, nous sommes arrivés à la fin. Matata, je crois que la justice doit faire son travail parce que si vous regardez l'état dans lequel est Bukangalonzo aujourd'hui, nous sommes pressés de connaître le dénouement de cette histoire parce que ça dérange. C'est un peu ça. Ça dérange. Mesdames, messieurs, je peux merci. en 20 secondes Quelques secondes seulement. Je crois que cette fois, je ne vais pas m'adresser à nos téléspectateurs, mais à Grady. Directement. Apprenons à être sérieux. Soyons seulement sérieux. S'il vous plaît. Vous savez,
Vous vous adressez à Katumbi, pas moi. Non, non, j'ai dit cette fois-ci, je m'adresse à vous. Vous savez, la notion de l'interdiction, dans un état de droit, un politique de sa trempe, un journaliste que je suis, de quel droit aurais-je pour interdire à Katumbi? On m'a posé ma question, parce que moi, ça fait 12 ans que je vis de ce travail, des communications stratégiques. J'ai mené des campagnes ici et en dehors de la République. Je le sais. J'ai géré des manières en coulisses, dans le silence, des communications de grandes personnalités. Je vous ai donné un point de vue. Maintenant, à vous, intelligence de Moïse Katumbi, de l'utiliser. Ne vous victimisez pas, on ne vous interdit pas, on fait un diagnostic. Ça peut paraître mal, Merci. mais c'est une vérité. Merci. Maintenant, en interne, C'est à vous de travailler. organiser, Voilà. on n'est pas encore à la campagne de Ouais, travailler. Parce que quand vous nous dites, il se défend, ma foi, l'état émotionnel est un défaut pour quelqu'un qui veut aller gérer la République. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous étions avec Gardi Diana, éditeur du journal Le Franc-Tireur, également avec Joseph Kamanga, un journaliste indépendant, aussi avec l'homme du Rwanda, si on peut le dire comme ça. Il s'agit... C'est pour rire, c'est pour rigoler. Et l'homme... C'est comme ça que tu t'es fait appeler Grady Bongwele. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous. Au revoir.